Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur les over Skype de Inkish France. Et aujourd'hui, un petit peu particulier parce que j'ai comme invité Ludovic Martin et je ne vous cache pas que pour moi, c'est une grande joie, hein, sachant que je considère Ludovic Martin comme l'un des meilleurs consultants en web to print. Et c'est pour ça que Ludovic, est-ce que tu... Alors, je tutoie parce qu'on connaît Ludovic déjà depuis quelques années. Ludovic, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur toi et surtout, n'hésite pas à prendre ton temps également pour présenter ton blog, ta plateforme que tu as nommée Printwatch, qui regorge énormément d'informations, de conseils, de recommandations, de trucs et astuces, mais également des articles de fond. Je te laisse la parole. Ouais, bonjour Yves, je suis ravi aussi d'être présent à cette interview. On se connaît effectivement depuis longtemps, grâce à ce blog hein, qui a été un moyen de se connaître. Alors, en ce qui me concerne, ça fait maintenant près de 20 ans que je suis dans l'imprimerie en ligne et le web to print. J'ai commencé à m'y intéresser comme graphiste, parce que voilà, j'étais à la recherche un peu de solutions pour automatiser ce lien entre le web et le print au début des années 2000. Et à l'époque, j'ai pu commencer à travailler avec des gens qui avaient les premières presses Indigo et avoir une convergence entre, d'un côté, les sites web, ces presses numériques, et puis le travail de graphiste à l'époque sous Quark Express, où voilà, on faisait beaucoup de tâches répétitives, et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Donc, j'ai continué ma carrière dans ce domaine-là et comme chef de projet. Et puis, à partir de 2009, je me suis plutôt orienté vers le e-commerce, donc à développer des plateformes de vente en ligne d'imprimés. J'ai rejoint donc Exaprint en 2012 comme directeur marketing jusqu'en 2017, donc participé à une grande part de cette belle aventure euh, qui a été un des fleurons en tout cas de l'imprimerie en ligne en France, je pense. Et depuis 2017, donc je suis consultant indépendant. Alors, dans l'imprimerie en ligne et le web to print, mais pas que, j'accompagne aussi des PME dans d'autres secteurs d'activité qui souhaitent se digitaliser ou accélérer leur positionnement dans la vente en ligne. Et donc, parallèlement, depuis 11 ans maintenant, j'anime un blog sur ce qui m'intéresse. En fait, l'idée, c'est, je pense que c'est pareil pour toi, on est tout le temps à la recherche d'informations, de ce qui se fait, de comprendre les choses. On lit beaucoup et je me disais, autant que ça serve à d'autres personnes aussi, ce que je vois, ce qui m'intéresse, ce que j'apprends, etc. Donc, j'ai commencé à réaliser ce blog en partageant ces informations-là. Et puis, petit à petit, voilà, il y a pas mal de gens qui ont commencé à me suivre, à faire des réactions, à m'inciter aussi à publier des articles un peu de fond ou des analyses. Et donc, c'est quelque chose que je continue de faire aujourd'hui sur le blog, sur LinkedIn. L'objectif, un peu, c'est de partager ma vision du marché. Je ne dis pas que c'est la vision juste, mais en tout cas, c'est la perception que j'en ai. De le croiser avec ce qui se passe aussi dans d'autres secteurs d'activité, parce que souvent, et je pense que ce n'est pas propre à l'imprimerie, mais on a tendance dans son métier à regarder les gens qui nous entourent. Et c'est bien de prendre du recul et de voir ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité complètement différents, auprès desquels on peut trouver des sources d'inspiration. Et de temps en temps, voilà, j'essaye aussi de partager des analyses sur le comportement des acteurs sur le marché, sur ce qui se passe, pour essayer d'expliquer un petit peu peut-être aux structures plus petites et aux PME qui composent le tissu industriel français dans l'imprimerie, leur expliquer ce qui se passe de manière à ce qu'elles deviennent actrices de ce changement-là et pas juste le subir. Parce que ma perception, c'est qu'au cours des années passées, pour beaucoup, l'imprimerie en ligne, le web, ça a été plutôt subi que réellement pris en main. Il y a une nouvelle mutation qui est en train de se passer aujourd'hui et j'ai vraiment la conviction que l'imprimeur de proximité a un rôle à jouer, mais par contre, il faut qu'il se repense complètement. Et là, on rejoint aussi les choses qui tiennent à cœur autour de l'imprimerie 4.0 et autres. C'est maintenant. Et il ne faut pas laisser passer le train parce que c'est le dernier train en gare, là. Et ça s'est accéléré avec le Covid. Et si on ne prend pas conscience de ça, si on ne bouge pas, il y a le risque au pire de disparaître ou sinon de juste rester un sous-traitant producteur qui va se faire imposer ses prix par les autres. Et je pense que les imprimeries françaises sont de belles entreprises avec de belles histoires et elles ont un autre rôle à jouer aujourd'hui. Voilà. Oui,
C'est pour ça, hein, que je n'hésiterai pas, lorsque cette vidéo sera publiée, hein, de mettre un lien sur ton blog, car souvent, hein, les imprimeurs se posent des questions et on trouve de très belles réponses, hein, sur ton blog et dans tes articles, ce qui est pour notamment les TPE-PME une source vraiment à ne pas oublier. Maintenant, on va revenir un petit peu justement au secteur de l'imprimerie en ligne et j'aurais voulu avoir ton avis sur le secteur aujourd'hui de l'imprimerie en ligne. Est-il aujourd'hui différent de ce qu'il était hier, même si lui hier n'a que 20 ans, mais peux-tu nous donner un petit peu ta vision des choses? Oui, bah, je pense que concrètement, on est au troisième âge, un petit peu de l'imprimerie en ligne. Comme tu le dis, ça a 20 ans, hein, les premiers, même je pense c'est un peu plus, presque 25 aujourd'hui. Je pense que l'initiateur, si on remonte à Robert Keane, à Tony Rafferty, à mon avis, c'est dans les années 95-96. Donc ça commence à dater un petit peu, hein, et si on compare au commerce électronique en dehors, en dehors de ces structures, bah, il faut se dire qu'à cette époque-là, Google n'existait pas, Amazon n'existait pas. Voilà, ça remet un peu les choses en perspective. Facebook, je pense qu'il n'était même pas né, Zuckerberg. Donc, ça commence à être une industrie un petit peu ancienne. Alors, rien à voir par rapport à l'ancienneté de l'imprimerie en général, mais en tout cas, dans le e-commerce, ça fait partie un petit peu de la préhistoire, hein, maintenant du e-commerce. Et pour moi, on est à la troisième étape, la troisième phase en fait. La première phase, ça a été des gens qui se sont dit, bah, j'ai un besoin, j'ai trouvé quelque chose, je lance un site et je m'adosse à un atelier de production. Donc en gros, il y avait un site, un atelier de fabrication qui était internalisé ou pas, mais enfin, souvent ça s'est développé comme ça. Et donc avec un catalogue produit assez limité. Au début, c'était les cartes de visite, flyers et à peu près tout. Pour moi, ça a duré à peu près jusque 2008-2010. À partir de là, on a commencé à avoir de nouveaux modèles qui ont émergé, tout simplement parce que cette première phase atteignait un petit peu ses limites dans le développement de l'offre produit. Hein. Quand on produit soi-même, on ne peut pas avoir toutes les machines pour tous les types de formats et autres. Et puis parallèlement aussi, parce que ça faisait des goulets d'étranglement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les sites se développaient fortement. Dès qu'il y a eu la DSL qui s'est développée, le paiement en ligne, bah, ça a explosé. Et un seul site ne pouvait pas faire face à ça. Donc, en fait, à partir de là, on a commencé à voir apparaître des modèles un petit peu différents. Soit des structures qui ont commencé à dire on va faire des méga-usines. Donc, ce qui a commencé à apparaître en Allemagne avec des lignes de production dédiées à un format, à un type de finition et puis des très, très grosses quantités. Soit d'autres personnes qui ont dit on va utiliser des réseaux de sous-traitants fabricants un petit peu aux quatre coins du pays, chacun avec sa spécialité. Et puis, à l'image de ce qu'est Internet, ce maillage, on va dispatcher les flux de production vers ce réseau-là, ce qui fait qu'on est beaucoup plus scalable, on peut absorber beaucoup plus de charges. Donc, il y a eu ces gros domaines, ces deux gros modèles, pardon. Et au milieu des années 2000, bah, notamment avec Simpress, au milieu des années 2010, pardon, bah, ce qui s'est passé, c'est aller encore plus loin dans la plateforme de customisation de masse, donc une espèce de méta-usine capable d'alimenter beaucoup de marques. Et donc ça a été la deuxième phase. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une troisième étape où en fait le e-commerce et les points d'entrée sont démultipliés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que faire du web to print, c'est uniquement avoir un site web qui génère des commandes. Ça peut venir d'applis mobiles qui permettent de commander des albums photos personnalisés, des cartes personnalisées ou autres. Ça peut venir de votre enceinte vocale connectée à Amazon. Ça peut venir d'un de vos clients grand compte qui a son ERP et qui va dire moi, mes acheteurs, je veux qu'ils puissent pousser des commandes chez vous directement sans refaire de ressaisie, vous envoyer un fichier Excel ou des emails. Donc, les points d'entrée sont démultipliés, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Les acheteurs B2B aujourd'hui veulent du digital et encore plus après cette crise avec le confinement où en fait tout le monde a travaillé en distance et sur le digital et donc la prise de commande est en ligne. Et puis après, il y a, on voit apparaître des nouvelles choses, on y reviendra un petit peu après, des nouveaux comportements d'achat ou autres. Et donc derrière, ça suppose qu'il faut se réinventer comme producteur parce qu'il faut être capable d'aller capter des commandes qui viennent de plein de points différents, son propre site web, des plateformes, des choses comme ça.
et d'être capable de les traiter derrière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on passe peut-être du gros supermarché, ce qui a été un peu les années 2010, à des réseaux de magasins plus petits, plus agiles, plus capables de s'adapter, un petit peu plus ancrés dans du territoire, mais avec des connexions digitales. Voilà, c'est une nouvelle ère dans la consommation comme on l'a dans le retail. Alors, justement, avec toutes ces opportunités que tu as très bien mises en avant, souvent aujourd'hui, hein, le Web2Print est très souvent un sujet d'inquiétude hein, pour les imprimeurs traditionnels, souvent synonyme de prix cassé, de concurrence agressive. Qu'est-ce qui pourrait, notamment dans le contexte actuel, hein, leur faire changer d'avis? Alors, le prix, c'est certain qu'en particulier sur de la vente en B2C au client final, le prix, c'est un élément déterminant. C'est un axe de communication majeur. Mais moi, j'attire quand même l'attention des gens avec qui je discute et des clients sur deux choses. Le prix ne fait pas tout. C'est un des éléments du mix marketing, mais ce n'est pas le seul élément. Et il faut tenir compte aussi du ressenti du client et des avis clients. Donc, je vous invite à regarder les avis consommateurs des sites qui pratiquent des prix très bas. En général, le vieil adage qui dit on en a pour son argent se révèle. Je pense que le client aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on sort de cette deuxième phase, c'est acculturé au code de l'imprimerie en ligne et au prix bas, etc., permanent. Et il a compris un petit peu ce qu'il y avait derrière, c'est que s'il y a des coûts sociaux, il y a un service après-vente qui n'est pas toujours formidable, ce sont des plateformes souvent fablesses, donc qui ne produisent pas. Le client maintenant l'a compris, l'acheteur le sait, et je pense qu'ils sont en recherche d'autres choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec les prix, il faut être au prix juste, et surtout il faut repositionner le prix dans un mix marketing, se dire ok, le prix c'est une chose, je ne suis pas le moins cher du marché, mais moi je produis, moi j'ai une histoire, j'ai un ancrage local, j'ai une qualité de service exceptionnelle, je suis spécialiste de ça. Et au final, vous verrez que alors, le client qui ne cherche que le prix, vous ne l'aurez pas, mais de toute façon, c'est un client zapper, donc il n'y a aucune fidélité, il n'y a rien à construire avec lui à part faire un coût, mais on sait que dans le commerce, le coût, il est rarement rentable. Par contre, vous aurez des clients qui vont rechercher un partenaire dans le temps, qui vont rechercher de la fiabilité, qui vont chercher un certain sens. Et là, si on arrive à avoir une offre équilibrée, avec un prix juste par rapport à ce mix-là, je pense qu'il y a vraiment des clients à trouver et une relation de confiance à créer dans le temps. Donc, c'est certain que, en fait, derrière le sentiment de oh là là, mais sur le web, les prix sont cassés, en fait, moi, ce que je détecte souvent, c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est les prix sont normés. Et souvent, bon, dans les imprimeurs, dans les imprimeries, je pense qu'il y a un petit peu la culture du prix, un petit peu à la tête du client, soit par volonté, soit plutôt parce que je pense que le prix global et l'approche tarifaire n'a pas été toujours industrialisée. Elle est un petit peu faite systématiquement. On refait un devis, on refait une analyse, alors qu'on fait tout le temps un petit peu le même travail. Et la difficulté, c'est que sur le Web2Print, il faut créer des grilles de prix, il faut normer ces prix, il faut faire des grilles de remise. Et je pense que ça fait toujours un peu peur aux imprimeurs qui se disent c'est quand même un gros boulot. Et puis, bon, mon client à qui je vendais à 100, demain, il va voir à 70. Et, bon, mais il va m'engueuler, quoi. Voilà. Mais il faut rationaliser ces prix, et il faut les rendre lisibles, accepter qu'ils soient transparents et un petit peu publics, mais surtout raconter et construire une histoire autour. Alors, justement, on a parlé hein, des questions que se posent les imprimeurs. Et doivent-ils aussi avoir peur de l'arrivée discrète, hein, mais on en parle de plus en plus, visible, de places de marché comme Amazon ou Alibaba sur ce marché de l'impression en ligne? Alors, en avoir peur, je pense que non, parce que il faut sortir des peurs des imprimeurs qui à mon avis, ont beaucoup de facteurs de crainte aujourd'hui. Et bon, voilà, faut en tenir compte, mais il faut se projeter, il ne faut pas que ça paralyse. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Alors, AliExpress, je pense que c'est clairement une menace parce que les opérateurs qui sont dessus sont pour la plupart chinois, hein. C'est difficile comme opérateur européen de se référencer dessus, et même les codes de fonctionnement ou autres ne sont pas hyper simples pour des opérateurs européens. Et Amazon, oui, Amazon, clairement, ça se développe.
c'est autour plutôt de l'objet personnalisé, le print on demand, mais forcément, ça déborde sur l'imprimerie, ça déborde sur le marché de l'album photo, de l'objet photo personnalisé. Donc, on veut se faire un mug avec la photo de ses petits-enfants pour l'offrir aux grands-parents. Aujourd'hui, c'est faisable sur Amazon, quoi. Et du coup, ça chamboule un petit peu le marché de l'objet publicitaire ou promotionnel personnalisé. Donc, c'est un opérateur dont il faut avoir conscience et surtout, il faut se dire qu'en général, quand il arrive sur un marché, il change complètement les règles en place et les fonctionnements et il truste la première place. Mais en même temps, c'est une formidable opportunité parce que Amazon, le gros de l'activité, c'est une plateforme pour des marchands qui vendent eux-mêmes leurs produits au travers de ce biais-là. Donc, si je reprends mon image un peu de commercial, il faut se dire que les gros opérateurs qu'on a sur le marché actuellement, les Flyer Alarm, les Online Printer, Vistaprint, etc., ce sont des supermarchés. Amazon, c'est un marché. Donc, vient qui veut, entre guillemets, ouvrir son étal et vendre ses produits au prix qu'il souhaite. Tout à fait. Donc, ça veut dire que pour un imprimeur, potentiellement, ça peut être plus facile d'aller vendre sur un marché un produit sur lequel il est très performant ou qui répond à un besoin, que de rentrer dans un supermarché où on sait que parfois les conditions de référencement ne sont pas simples et que la mécanique est plus lourde. Donc Amazon, pour moi, c'est plutôt une opportunité sur certains produits. Je ne pense pas qu'avant longtemps, on voit la possibilité d'acheter de la brochure, du catalogue, des choses comme ça. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a Amazon qu'on connaît dans le grand public pour les achats quotidiens. Et puis, il y a aussi le Amazon Business qui vise les PME avec du paiement à 30 jours, des mandats administratifs et autres. Et là, par exemple, ça veut dire que pour vendre du roll-up, il n'y a aucun problème à le faire sur Amazon. Vendre de l'affiche, vendre des cartes de visite, de la PLV, des choses comme ça, c'est tout à fait envisageable. Et en plus, Amazon intègre pour un coût assez faible un éditeur Web2Print qui est basique, mais qui fait quand même le job. Donc pour moi, je pense que ça peut être un bon moyen de tester un peu le marché, de tester son organisation interne. Voilà. Donc il faut plus le voir comme une opportunité et un signe aussi que le temps est en train de changer dans le monde de l'imprimerie en ligne avec ces nouveaux acteurs. Ouais, rien que de tester, rien que pour ce. Tout à fait. Moi, je connais quelques imprimeurs sur des produits très spécifiques qui ont fait de belles opportunités, qui s'en sont servis pour capter des nouveaux clients. Et puis aussi, je suis très conscient des limites du modèle social, de ce qu'il y a derrière Amazon et de l'hégémonie critiquable, mais d'un point de vue e-commerce, ça reste une école. Comme Xerox a été une école de vente, comme il y a des entreprises comme ça qui ont ouvert la voie dans un secteur en marketing, en commerce et autres. Et être marchand chez Amazon, c'est une école pour apprendre à vendre en ligne. Parce qu'il y a une rigueur, il y a des consignes, il y a tout un tas de choses. Et je pense que c'est un bon moyen de rentrer sur le marché de la vente par Internet. Merci pour ce conseil, un très bon conseil, Ludovic. Alors justement, toujours pour rebondir sur cette question, moi je me posais la question, est-ce que le marché B2C est toujours abordable, notamment lorsqu'on voit l'hyperconcurrence qu'il peut y avoir sur ce marché ou des coûts d'acquisition de plus en plus élevés, même les plus grands, comme tu as cité, les Vistaprint, les Online Printer, etc., sont inquiets par cette flambée des coûts d'acquisition. Est-ce que tu peux nous dire dessus? Disons que si on se lance sur le B2C pour ne faire que de l'acquisition et comme les gros leaders actuels, clairement, c'est un échec assuré à l'avance parce que ce modèle-là, pour moi, il est dépassé. Le modèle qui consiste d'un côté à pratiquer une guerre des prix pour n'avoir comme seul vecteur d'activité qu'un prix bas, la carte de visite à 5 €, des choses comme ça, et en parallèle, un investissement d'acquisition qui n'est orienté quasiment que sur du Google AdWords, ça ne peut pas fonctionner parce que d'un côté, on a des prix de vente qui baissent, donc des marges qui se diminuent, et de l'autre, on a des coûts d'acquisition qui augmentent puisque c'est un système d'enchères. Donc, plus il y a d'annonceurs, plus Google fait monter les prix. Il n'y a pas besoin de sortir d'HEC pour comprendre que le modèle économique n'est pas viable, tout simplement. Donc aujourd'hui, il ne faut surtout pas penser, se dire je vais faire comme un tel ou un tel et je vais reproduire leur modèle et je vais faire comme eux avec les mêmes recettes. Ça ne marchera pas. En plus, ce sont des leaders qui sont installés depuis longtemps
Et puis au-delà de ça, je pense aussi que souvent l'erreur que font beaucoup d'imprimeurs quand ils se lancent dans le web to print, c'est qu'ils se disent ce site va me permettre uniquement d'acquérir de nouveaux clients. Non, il faut déjà penser à ces clients existants parce que souvent, Oui, en fait, on pense aux nouveaux clients, on se dit je vais aller chercher de nouveaux oui, clients. oui, oui, Non, non, il y a déjà plein de clients que vous avez en stock oui, qui oui. sont chez vous et qui se détournent de vous parce que vous Mm, n'avez pas de site web. Donc, ils oui, vont ailleurs simplement parce que ils veulent pouvoir passer leur commande le samedi à 10 heures du soir parce que c'est le seul moment de la semaine où ils sont un peu calmes. Et à ce moment-là, votre commercial, il n'est pas dispo, votre service de devis non plus. Et ils ont une demi-heure pour passer leur commande. Et donc, si vous ouvrez un site web et que vous dites à ces gens-là, OK, maintenant, vous avez un nouveau canal de relation avec notre entreprise, avec le même niveau de service ou autre, vous avez la capacité à reconquérir ou à développer vos clients existants, ce qui est toujours bien plus intéressant que d'en acquérir des nouveaux. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'un client satisfait, il va parler de vous autour mm, de lui, etc. Et donc, ça va être aussi un vecteur d'attraction. Donc, moi, je pense que oui, on peut faire du B2C si on a toujours pareil, un mix marketing qui est pertinent. Si on raisonne à une échelle un petit peu plus locale, il ne faut pas de suite avoir des ambitions démesurées en disant je vais partir à la conquête de l'Europe ou autre. Je pense que c'est un petit peu trop démesuré. Par contre, si on est agile, si on raisonne sur une population bien précise et des produits précis, il y a encore plein de choses à faire, clairement. oui. Merci, Ludovic. Alors, euh, en parlant justement de ces sites, d'après toi, quel marché dans le web to print reste à conquérir, hein? On voit dans le packaging, il y a des choses qui étaient limitées il y a encore quelques temps qui apparaissent. Le textile me semble qu'à ses débuts, même si on voit des choses extraordinaires. Oui. D'autres éléments, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors oui, effectivement, le packaging, clairement, c'est un des secteurs où il y a beaucoup d'études qui indiquent que voilà, il est vraiment en train d'entrer dans sa phase de digitalisation, là où d'autres secteurs de l'imprimerie sont beaucoup plus matures. Donc il y a un gros potentiel et en plus de ça, il bénéficie du développement du commerce électronique en général. Donc il y a un des gros consommateurs de packaging. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je pense aussi que oui, tout ce qui est personnalisation, que ce soit du textile, de l'objet, etc., avec, on voit la gravure laser, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et là, c'est un marché qui est énorme, sur lequel il y a beaucoup de potentiel et on voit des choses très intéressantes, quoi. C'est-à-dire des structures comme Printful, par exemple, Oui, qui tout se à disent, fait. moi, je vais aller viser une communauté qui est celle des boutiques sur Shopify ou Oui, autre. Je tout à vais fait. proposer en back-office toute la gestion de la production et de Mm, l'expédition. mm. C'est des gens qui auraient inventé un modèle d'imprimeur un peu différent et je trouve que c'est très intéressant autour de cette personnalisation de l'objet. Je pense que les gros tirages aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui est encore un peu exclu du Oui, marché web to print. tout à fait. Et on voit des nouvelles générations de machines, on voit que Oui. ce soit voilà, dans le numérique, je ne vais pas citer les marques, mais Mm, on voit quand même que maintenant, les technos deviennent matures, elles ont tendance à pousser vers des plus gros tirages, à aller gratter sur des technos plus traditionnels. Ça veut dire que derrière, dans le web to print, il va falloir suivre et s'adapter à ça. Et donc, ça ouvre aussi de nouvelles possibilités parce que ce sont des nouveaux marchés et plus vers du B2B. Après, sur l'impression 3D, je suis moins expert. Donc, je m'interroge toujours là-dessus, mais je pense que je ne le vois pas dans le B2C. Je le vois peut-être plus dans du B2B, dans certains secteurs d'activité pour fabriquer des pièces un petit peu à la demande, des choses oui, comme ça. oui. Mais là-dessus, j'ai moins les clés de ce marché-là qui est quand même assez spécifique. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, à mon avis, c'est encore au stade un petit peu du Oui, tâtonnement sur oui, l'industrialisation des machines et mm, des tout technos. à fait. Mais à un moment donné, ça va basculer, quoi. Mais j'ai été très impressionné, notamment durant la période un peu troublée, comment certains imprimeurs en ligne, hein, grâce notamment à l'impression 3D, on peut offrir des alternatives. Et Oui, bien sûr. donc ça a été, et je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose sans doute à gratter. Oui, Euh, oui. On sait que par exemple dans l'automobile ou autre, le fait que voilà, il y a des pièces d'occasion, il y a des ouais, pièces tout à fait. fabriquées un petit peu à la demande. Mm, Dans le monde de la collection automobile, il y a des fabricants
de renom qui aujourd'hui sont capables de rééditer des pièces de très vieilles voitures Ouais, ouais. grâce à de l'usinage en impression 3D. Donc voilà, ça laisse imaginer qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais je pense que là, ça sera peut-être encore un petit peu plus tardif, mais c'est sûr que c'est à observer. Alors, on a parlé des marchés, mais Ludovic, c'est vrai que le produit est important, mais en plus du produit commandé, quel service on parle de plus en plus également expérience client que doit offrir un site e-commerce, doit offrir aujourd'hui un site web-to-print. C'est un ensemble. On parlait tout à l'heure du prix et voilà, comme le prix, il faut réfléchir à l'approche globale de ce qu'on offre aux clients. Donc, c'est comme un magasin. Ça commence dès le parking, la signalétique extérieure, la vitrine, l'accueil des gens, la tenue du magasin, sa propreté. Et puis, une fois qu'on a payé, la qualité de la livraison, du service après-vente, c'est vraiment un tout. Et beaucoup de sites ont tendance à se focaliser sur la vitrine et sur la signalétique qui clignote et qui dit bah, « venez chez moi, c'est le moins cher ». Et à oublier un petit peu ce qui se passe derrière. Et là aussi, je pense que la force des imprimeurs de proximité, c'est l'écoute qu'ils ont du client, la connaissance, le service. Ils passent leur temps à se décarcasser. Et encore une fois, on l'a vu dans cette période du Covid, ceux qui ont fait le job, c'était les imprimeurs de proximité. Ils se sont décarcassés pour leurs clients. Ouais. Ils ont été inventifs, ils les ont servis, etc. C'est comme les petits producteurs locaux ou les épiciers, c'est eux qui ont été présents. Et cette qualité de service-là, c'est l'ADN d'un imprimeur et d'un commerçant de l'imprimerie. Et il faut vraiment le prendre en compte. Alors, ça veut dire qu'il faut le prendre en compte sous l'angle digital. Il faut avoir les outils qui permettent de bien répondre à des clients qu'ils se plaignent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur un formulaire ou par SMS. Donc, il faut prendre en compte ces outils-là. Et puis en interne, il faut adapter ces équipes pour qu'on intègre cette importance-là du canal web et que tout le monde soit impliqué. Donc, moi, je pense que oui, c'est vraiment quelque chose qui est clé aujourd'hui de penser au service client et pas uniquement à la marque et au prix. La qualité du produit qui est livré, la qualité du service, la gentillesse des personnes que vous allez avoir au téléphone, leur capacité à trouver des solutions, c'est clé. Et si à côté de ça, vous avez un produit intéressant que vous livrez rapidement, que vous êtes sur un territoire, vous avez une combinaison qui fera que ça marchera. Voilà. Donc, il faut vraiment l'intégrer. Et du coup, c'est en ça aussi que j'insiste dans un petit peu les podcasts ou les interventions que je fais dans des entreprises en disant attention, un projet e-commerce, ce n'est pas que le projet du service web ou du service marketing ou du dirigeant. C'est un projet d'entreprise qui va transformer toute l'entreprise, y compris les RH parce qu'il va falloir recruter des nouvelles personnes, la facturation parce que on va gérer de nouveaux types de factures, de commandes, etc. Les expéditions, n'en parlons pas. Enfin, voilà. Mais c'est un projet qui peut amener votre entreprise très loin s'il est bien mené. Excellent. Ludovic, pour terminer, justement, après toutes ces superbes analyses, ces conseils, une dernière question. Peux-tu nous partager une initiative récente que tu as découverte dans le Web2Print, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, que tu trouves remarquable ou en tout cas qui t'a fait intéressant? Sans conteste, c'est celle. Alors, en plus, qui ne vient pas de l'imprimerie, c'est encore plus rigolo. C'est Mailchimp. Donc, Mailchimp, si vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est une plateforme d'envoi d'emails publicitaires. Donc, grosso modo, on va dire probablement qu'un mail sur 4 que vous recevez dans votre boîte aux lettres avec une promotion ou autre chose est généré par Mailchimp. C'est une entreprise qui s'est développée au fil des années en travaillant beaucoup sur quelque chose de très ludique, très facile à mettre en place et autres. Et récemment, ces gens-là, donc après s'être développés sur ce qu'on appelle les automatismes marketing, donc c'est par exemple relancer quelqu'un qui a mis un article dans un panier mais qui n'a pas finalisé la commande, pardon. Donc déclencher des mails automatiques, donc de la programmation marketing. À un moment donné, ces gens-là, donc, qui sont des spécialistes de l'email, qui ont passé des années à dire mais arrêtez d'envoyer du papier, faites des emails, c'est la panacée, faites du Facebook et tout.
qu'est-ce qu'il lance comme produit, comme support magique de la relation client? La carte postale imprimée et personnalisée en données variables. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça fantastique dans le Ah, sens où cool. c'est l'illustration que, Exactement. Cool. en 10 ans, on a fait. Pour moi, le marketing digital, c'est le Big Mac du marketing. C'est facile à faire, c'est facile à Ouais. consommer, mais ça Ouais. n'a pas de durée de vie. C'est aussitôt consommé, aussitôt oublié. Ouais. Et aujourd'hui, on est obèse. Nos sociétés sont obèses de marketing digital. Nos boîtes aux lettres regorgent de ça. Les moteurs de recherche débordent de publicités dans tous les sens au point qu'on ne les voit plus. On a perdu le sens de choses assez pratiques. Et là, on se rend compte que finalement, donner un objet à quelqu'un, un objet imprimé avec un joli message, ben, ça a du poids et même économiquement, c'est moins coûteux que d'autres supports digitaux. Et accessoirement, malgré tout ce qu'on a pu lire pendant des années, l'impact environnemental est probablement moindre. Donc, je trouve que c'est un bel exemple de cette réinvention permanente et du fait que le print, quand il est repensé et quand il est utilisé à bon escient au bon moment de la relation client, il est extrêmement performant. Et ça doit inspirer, je pense, les imprimeurs dans la construction de leur discours commercial. C'est de ne pas attendre que le client leur demande du print. C'est de suggérer du print au bon moment en disant, voilà, aujourd'hui, votre parcours client, vous faites ça, ça, ça en opération marketing. Ben, à tel moment, là où vous faites par exemple du Google AdWords ou des relances par email, ça n'est pas rentable, ça n'est pas efficace. Si vous intégriez du print personnalisé à ce moment-là, que ce soit par du mailing, que ce soit par de l'asile colis ou autre, ça serait beaucoup plus efficace. Et ça, les clients sont capables de l'entendre. Et ça veut dire que c'est une autre démarche de la part de l'imprimeur. Donc, c'est vraiment l'exemple, moi, que je retiens là, des mois passés et des choses qui se mettent en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'éditeurs de solutions qui emboîtent le pas à Mailchimp en proposant des solutions automatisées à des opérateurs de e-commerce. Ah, excellente, excellente. Merci Ludovic pour cette mise en perspective. Alors, tout le monde sera étonné. C'est vrai que généralement, mes vidéos ne durent pas plus de 30 minutes, mais là, on a largement dépassé. Je crois qu'on est à 52 minutes. Mais vous avez tous noté, remarqué la qualité justement de l'interview. Je ne pouvais vraiment pas m'arrêter. Et puis, Ludovic, je ne sais pas encore comment te remercier. Avec grand plaisir. Et ce n'est pas la dernière fois. Hein. On aura encore l'occasion de pouvoir, au contraire, te contacter pour avoir ton point de vue et tes analyses sur justement cet environnement qui est en pleine mutation. Et nous sommes toujours avides de tes très, très bons conseils. Et vraiment encore, hein, j'invite tous les passionnés, les experts, les professionnels, les TPE, les PME à aller regarder tous les éléments que tu peux poster sur ton post, sur ton blog Print and Watch, hein, qui sera mis également, le lien sera mis en ligne avec la vidéo. Ludovic, à très, très bientôt. Merci Yves. Et puis vraiment, ça a été une très grande joie. À bientôt, Ludovic. Merci Yves. Bye bye.